Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous voir. Je vais commencer par me présenter avant de présenter le projet. Mon nom, c'est Jérôme Gélinas Bélanger. Je suis étudiant finissant au doctorat à l'Université McGill et je suis aussi étudiant en co-supervision au Sérum. Mes superviseurs au Sérum sont Louise O'Donoghue, qui est chercheuse en amélioration génétique du soya, Tania Copley, qui est chercheuse en phytopathologie, et Valerio Hoyos-Villegas, qui est chercheur en amélioration des légumineuses à l'Université McGill. Donc, qu'est-ce que le soya? Si je résume assez rapidement, c'est une plante qui est très importante, plus importante source de protéines à l'échelle mondiale, seconde source la plus importante pour l'huile, source de protéines dans les pays développés et en développement. Au Canada, c'est une production qui est importante, mais notre production à l'échelle mondiale demeure limitée. Pour l'instant, on chiffre la production canadienne à environ 2% de la production mondiale. Et c'est principalement parce que le soya a fait une apparition qui est relativement récente dans nos champs. Donc, ça fait, la production commerciale est relativement jeune comparativement à d'autres pays. Et les principales raisons pour ça sont que notre saison de croissance est très courte, puis aussi des photopériodes longues parce que le soya répond mal aux journées longues de nos étés. De là est né un peu ce projet-là. Comment est-ce qu'on peut pousser la production du soya dans les régions les plus nordiques, soit dans les prairies canadiennes, mais surtout dans les régions nordiques du Québec, de l'Ontario, pour essayer d'accroître notre production canadienne. Donc, je vais faire une présentation un peu historique du projet. Donc, voici une ligne du temps. Juste pour vous donner une idée à quel point, quand on est chercheur dans ce domaine-là, il faut être tenace et avoir les reins solides parce que c'est long des projets en amélioration génétique. Donc, Louise, chercheuse, a commencé ses premiers croisements pour ce projet-ci en 2015. Le financement est obtenu, disons, 2017, dans les alentours de 2017. Tania était postdoc et a commencé 2018-2019 à faire la collection des données au champ, données génétiques. Moi, j'ai commencé mon doctorat début 2020 et là, on commence à soumettre les articles en lien avec tout ce travail-là qui a été effectué. Donc, un travail environ 9 ans pour arriver à publier des articles et à implanter ça dans notre programme d'amélioration génétique. Pour faire une rétrospective, ce projet-là, comme je l'ai mentionné, a commencé avec le travail de Louise en 2015. Louise, dans le fond, à cette époque-là, elle avait une idée qui était de bâtir des populations. Donc, elle a bâti deux populations dans ces cas-ci, je les ai appelées population 1, population 2, parce qu'ils ont des noms plus compliqués en réalité, mais on va se limiter à population 1 et population 2. Donc, Louise a bâti ces populations-là en croisant des parents avec une floraison hâtive et des parents avec une floraison tardive. Donc, c'est grosso modo des parents qui étaient tous les deux très hâtifs, mais qui avaient quand même une certaine différence dans leur nombre de jours pour la floraison et dans leur nombre de jours pour la maturité. Donc, ici, comme je vous indique, papa était plus hâtif que maman. On a fait un croisement, puis ça a généré une population de 200 individus pour chacune des populations qui étaient soit hâtifs, tardifs ou moyennement tardifs. Là. Donc, ça donne grosso modo une distribution qui est, disons, de 85 à 110 jours pour la population complète, et ceci pour nos deux populations. Ce que vous voyez ici, les lignes rouges et bleues, c'est des parents différents, donc le nombre de journées à maturité pour les parents. Donc, disons pour la population 1, une différence d'environ une vingtaine de journées. Là. C'est juste pour vous donner un peu l'idée générale de comment s'est bâtie la population et l'idée générale que Louise avait lorsqu'elle avait fait ses premiers croisements-là. Par la suite, Tania est arrivée comme postdoc. Elle a commencé à collecter des données au champ, des données génétiques. Et moi, je suis arrivé par la suite pour faire principalement des analyses statistiques qu'on appelle des analyses QTL. Puis j'ai fait pas mal d'autres trucs, hein, y compris travailler sur l'édition génomique, mais ça sera ça pour un autre midi-science. Au niveau des données qui ont été compilées par Tania et l'équipe Soya, ben, il y a toutes les données en lien avec la reproductivité, la reproduction, donc données de floraison, données de remplissage, données de maturité. Mais on a aussi pris une panoplie d'autres données en lien avec le taux de protéines, les acides gras, le taux d'huile. On a mesuré l'expression de l'ensemble de tous les gènes pour nos deux populations. Donc, tous les individus pour nos deux populations, on a mesuré l'expression des gènes à un moment donné. Ça, c'est
une grosse étude qu'on voit pas très souvent, là. C'est vraiment, on est une des seules qui va publier par rapport au soya dans le monde. Ça mérite un Midi-Science juste pour cette thématique-là, mais je pense qu'on a réalisé des choses qui étaient un peu uniques, très intéressantes, mais ça fait déjà pas mal d'expliquer partie 1 et partie 2 seulement aujourd'hui. Et aussi, dans les données que Tania a collectées à l'époque, elle a collecté des données de ce qu'on appelle des marqueurs génétiques. Je vais vous expliquer rapidement c'est quoi les marqueurs génétiques parce que c'est vraiment un concept qui est central dans ce type d'études-là. Pour essayer de vulgariser la chose, on va comparer le génome du soya à un quartier, là. Donc, un quartier résidentiel. Puis, grosso modo, ce quartier-là a 20 rues qu'on va appeler des chromosomes. Donc, il y a 20 rues, sont droites, là, parallèles. C'est 20 chromosomes, puis il y a 1,1 milliard d'adresses réparties dans ces 20 rues-là. Puis ces adresses-là, ben, soit c'est ACGT, ce qui est les bases de l'ADN. Donc, juste pour vous indiquer, ici, ça, c'est les 20 rues qui sont en rond. Là, on a les adresses, là, donc rue 1, rue 2, rue 3, rue 4. Puis, seulement dans la rue 1, il y a 57 millions d'adresses. Donc, 57 millions de lettres au total là-dedans. Nous, ce qu'on veut trouver, c'est la lettre qui change tout, qui va faire varier notre caractère, le caractère qu'on étudie. Donc, c'est ça. Notre objectif, trouver la bonne lettre dans la bonne rue. Ce qui semble une tâche un peu colossale parce que disons qu'il y a 1,1 milliard de lettres, ça fait quand même beaucoup, mais on a développé pas uniquement nous, mais plusieurs groupes. Puis nous, on a repris ces façons de faire-là, on les a adaptées à notre réalité et nos études. Et on a des méthodes relativement précises qui nous permettent de cibler ou à peu près trouver la région dans la bonne rue. Pour trouver l'emplacement, on se fie sur ce qu'on appelle la cartographie génétique. Donc, ce que vous voyez ici, c'est, disons, une rue avec quelques adresses spécifiques. Donc, disons, on aurait une adresse à la porte 100, une adresse à la porte 1,3 million, une adresse à la porte 2 millions. Donc, ça nous donne juste des points de repère pour naviguer dans la carte. C'est comme quand vous voulez aller chez quelqu'un, ben, vous savez l'adresse, mais vous fiez sur des points de repère pour vous rendre chez la personne. Donc, nous, on a construit cette carte génétique-là pour les deux populations. Dans le fond, qu'est-ce qu'on fait quand on a une carte génétique comme ça? On fait des analyses statistiques qui s'appellent des scans. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une analyse statistique à l'adresse 1, à l'adresse 2, à l'adresse 3. Puis, à un moment donné, on obtient un pic qui nous permet de déterminer que entre telle et telle adresse, grosso modo, c'est là que notre trait varie. Il y a quelque chose qui se passe là. Il y a une des adresses dans toutes les maisons que là qui fait varier notre trait. C'est là que ça se passe. Puis, dans le fond, nous, on a procédé à ces types d'analyses statistiques-là avec les données qu'on avait. Après, vu que ça, c'est deux adresses qui sont assez larges puis qui contiennent un nombre X de maisons qui est assez élevé, on utilise un paquet d'indices qui nous permettent de raffiner notre recherche. Donc, parmi ces indices-là, il y a ce qui est écrit dans la littérature. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu quelque chose dans ce coin-là qui pourrait nous indiquer que telle ou telle maison, c'est celle qu'on cherche? Est-ce qu'il y a des fonctions connues qui ont été associées avec des gènes ou des endroits particuliers dans cette région-là? Est-ce qu'on a généré des données d'expression qui pourraient nous donner une idée? Ou est-ce que nos parents, est-ce qu'on connaît des choses par rapport à nos parents qui pourraient nous indiquer quelque chose? Par exemple, des mutations parentales. Donc, je vais vous présenter seulement au niveau des parties 1, les résultats pour la maturité. Je pense que c'est les résultats qui sont les plus intéressants. Puis, on a généré énormément de résultats. Puis, ben, on va aller au plus intéressant. Donc, si on revient, ça, c'est nos graphiques de distribution pour les données de maturité pour les deux populations. Donc, on a analysé ces graphiques-là pour trouver la bonne adresse sur la bonne rue. Ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a 4 régions plus intéressantes que les autres qui codent, grosso modo, pour 4 jours de maturité plus hâtif. Donc, la région vert code pour 4 jours de maturité plus hâtive. La région bleue ici code pour 1,7 jours. La région ici code pour 3,73 jours, mais en serre. Finalement, la région en rose code pour 1,8 jours. Ce qu'il faut comprendre, ça, c'est que on appelle ça des propriétés additives. Toutes ces journées-là sont
additif, là. Donc, 1,8 plus 4 plus 1,7. Là, et on a trouvé plusieurs autres régions, mais qui codent pour un nombre de jours plus réduit, là. Donc, on trouvait ça quand même intéressant, particulièrement qu'est-ce qui se passait sur la rue 4, le chromosome 4, parce que là, il y a quand même beaucoup de trucs qui se passent. Puis ça a été trouvé dans nos deux populations. Fait que, de manière assez intéressante, on a trouvé des similarités. On ne s'attendait pas forcément à ça, mais ça a renforcé notre compréhension de ce qui est en train de se passer. Juste pour vous donner une idée un peu de la validité statistique de notre approche, grosso modo, notre seuil qu'on a fixé à la base, on l'a établi à 1 sur 17 378. Donc, on a une chance sur 17 378 de se tromper. Si on trouvait ça un seuil acceptable. Nous, pour la région en vert, on est à 1 fois 10, là, 10 fois 10 fois 10, 51,6 fois. Donc, le nombre de zéros, je ne suis même pas capable de vous le traduire en chiffres, mais c'est extrêmement élevé. Donc, la précision de notre approche est vraiment très, de la façon que ça a été quantifié par les algorithmes, les approches qu'on a. La validité statistique est extrêmement élevée parce que normalement, dans la littérature, on n'est vraiment pas dans ces ordres-là. Donc, ça nous a assez réjoui quand on a fait nos études parce qu'on le trouve dans deux populations, on a une super validité statistique, puis 4 jours, disons, pour la région 4, c'est quand même majeur dans le type d'analyse qu'on fait. Justement, Julien, peut-être que présentement, vous dites seulement 4 jours. Tout ce travail, 9 ans de travail pour 4 jours, tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la distribution de la maturité, on est vraiment à l'extrême, là. C'est vraiment difficile d'avoir un gain pour pousser encore plus loin. Donc, 4 jours, ça fait vraiment une différence. C'est comme si tu as 2 de graisse pour tomber à 1,8 de graisse. Peut-être qu'il va falloir que tu fasses du gym pendant 3 ans, là, avec 10 heures par jour. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, notre but, c'est vraiment de repousser les limites. Donc, on est vraiment dans cet extrême-là. Parce que le reste, cette distribution-là, c'est pas mal tout découvert, c'est assez connu, puis c'est quand même facile de jouer dans ces ordres-là. Les améliorateurs génétiques, dans ces ordres-là, ils se questionnent plus sur des questions comme le rendement, la résistance aux maladies, d'autres traits, parce que pour la maturité, d'une manière générale, la question est quand même réglée, là. Par contre, ici, c'est pas vraiment réglé, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de groupes, dont le nôtre, qui fait de la recherche sur ce sujet-là. Donc, on va juste focuser un peu sur cette région-là rapidement, qui est celle sur la rue 4, le chromosome 4, juste pour vous donner une ordre d'idée qu'est-ce qui avait été trouvé dans la littérature, puis comment nous, on a réussi à raffiner puis à améliorer un peu ce qui avait été fait auparavant. Donc, ce qu'on voit ici, c'est nos trois régions. Ici, c'est la région verte, la région rose, puis la région, je ne me rappelle plus la couleur, mais l'autre qui est juste à côté en cercle. Ce que vous voyez en pourpre ici, ça, c'est la région qui était précédemment identifiée dans la littérature. Donc, grosso modo, c'est pratiquement tout le chromosome. Les gens savaient qu'il se passait de quoi d'important là, mais personne n'était capable de raffiner ce qu'on appelle les signaux QTL. Il n'y a personne qui était capable. Il y a plusieurs études, il y a 3 études qui ont été faites, puis tout le monde arrivait grosso modo à peu près au même résultat tout le temps pour la même question. Puis nous, ce qui a été bon, c'est que la façon que Louise a bâti ses populations, la façon que Tania et le monde ont pris les données ici, puis la façon qu'on a fait nos analyses, en toute vraisemblance, on a réussi à isoler ces signaux-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une autre étude qui avait réussi à trouver des signaux similaires aux nôtres, mais cette étude-là était associée à des groupes de maturité beaucoup plus tardifs, là. De quoi qui n'a vraiment pas rapport, qu'on ne pourrait pas même pas faire pousser dans les régions auxquelles on pense. Donc, ce qu'on a réussi à faire avec notre étude, c'est grosso modo associer ces régions-là à une maturité hâtive possible, ce qui n'avait pas été fait auparavant. Donc, aussi, quand je vous parlais des indices, là, qu'on utilisait plusieurs indices, le fait qu'on ait réussi à raffiner ces signaux-là, dans le fond, c'est qu'on a réussi à focuser ou trouver seulement quelques gènes au lieu de plusieurs dizaines de gènes avec la région précédente. Maintenant, on a réussi à avoir ce qu'on appelle des gènes candidats, un nombre limité de gènes candidats pour chaque région. Par exemple, la région ici, on a 2 gènes qu'on pense c'est soit l'un ou l'autre, peut-être les deux, on ne sait pas encore, qui serait, dans le fond, la cause
de ce trait-là, du phénotype qu'on voit de la maturité plus hâtive. Ici, on a vraiment un seul gène, puis ici, trois gènes. Donc, ça me donne un peu une idée. On a vraiment réussi, je pense, à pousser un peu plus loin ce que la science qui avait été faite, dans le fond, la science auquel on avait accès précédemment. Maintenant, on va parler rapidement des protéines, acides gras, taux d'huile. Pour ça, il y a vraiment beaucoup de traits qu'on a étudiés, là. On a étudié le taux de protéines, le taux d'huile, mais aussi tous ces acides gras-là. Je ne vais pas passer tous les résultats, mais je vais juste vous donner un ordre d'idée de ce qu'on a fait, puis juste une idée globale du type d'études qu'on va faire. Puis bientôt, dans le fond, cette étude-là va être publiée. Donc, si vous êtes intéressé par les résultats, ben, vous irez consulter l'article. Donc, grosso modo, on a trouvé 12 régions principales qui codent pour ces traits-là. Vous les voyez ici. Donc, voici les régions. On a trouvé 4 régions pour la population 1. Donc, les barres oranges, c'est comme des emplacements dans le génome qui sont associés à des traits particuliers. Ici, population 2, les régions en vert, on en a trouvé 5. Finalement, on a trouvé 3 régions qui ont des traits communs qui ont été trouvés dans les deux populations. Et là, je ne vais pas vous passer tout ça en revue, mais je vais focuser sur 3 régions, juste pour vous donner un peu une idée du type de résultats qu'on a générés et de qu'est-ce qu'on peut faire par après en amélioration génétique avec ça. Donc, pour la région 1, 0,72 grammes. Donc, ici, la région qu'on voit ici, qu'on a découvert, et ce qui est intéressant, je vais vous l'expliquer, c'est que cette région-là fait varier grosso modo de 0,72 grammes le poids 100 grains. Ce qui est quand même gros parce que ça représente 20% de la variation qu'on peut observer dans la population. Donc, 0,72 fois, si on fait les mathématiques, ça donne à peu près 3,6 grammes de différence entre le poids 100 grains pour les deux extrêmes. Ben, dans le fond, ça représente 20% de la variation. Ça, c'est une nouvelle région qu'on a découverte. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que cette région-là, euh, en anglais, on dit overlap, superpose la région de maturité. Donc, on pense que ce trait-là est directement lié à la maturité. Donc, maturité plus hâtive, plus petit grain, etc. Donc, c'est le genre d'analyse qu'on peut réussir à comprendre. Grosso modo, ça se peut que ça porte préjudice à l'amélioration génétique pour la maturité plus hâtive parce que ça risque que le grain qu'on développe avec cette région-là soit tout le temps un peu plus petit si on veut une maturité plus hâtive. Une région qui n'était pas nouvelle, qui code pour le taux d'acide linoléique et le taux d'acide oléique. C'est une région qui était connue, avec un gène qui est connu, mais nous, on a découvert ce que je crois être une nouvelle mutation, comme quelque chose qui n'avait pas été trouvé précédemment, puis il y avait des grosses études qui ont été faites par rapport aux gènes de cette région-là. Nous, on aurait trouvé une mutation qui est nouvelle, donc une possible nouvelle source de variation qu'on peut utiliser dans un programme d'amélioration génétique, dépendamment de ce qu'on peut faire et créer. Donc, résultat nouveau, qui donne un résultat similaire à quelque chose d'avant, mais qui est nouveau en termes de source de variation. Finalement, il y a cette région ici, qui est une région majeure, qui est vraiment connue. Mais dans le fond, nous, on a trouvé la même mutation dans notre population. Et cette région-là fait varier un paquet un paquet de critères, de traits, comme le taux de protéines, le taux d'huile et le poids en gras. Donc, c'est juste pour vous dire, on a découvert ce que j'appelle un catalogue de variations génétiques pour divers traits. Puis, dans le fond, ce catalogue-là, comme j'ai écrit ici, ben, on peut le prendre à la carte avec avec la sélection par marqueur assisté, puis développer vraiment les cultivars avec le type de variation qu'on désire avoir de manière précise. En conclusion, ben, on a découvert plusieurs régions qui sont cruciales pour la maturité hâtive. Et on a aussi cartographié plusieurs régions qui sont importantes dans la régulation des traits de qualité, que ce soit le taux de protéines, le taux d'huile, mais aussi les acides gras. Je voudrais remercier beaucoup de monde. Louise, ma superviseure, Tania, ma superviseure, qui a travaillé. Les deux ont travaillé énormément sur le projet. Tout le laboratoire d'amélioration génétique, Eric, Joanie, Daphné, tout le monde, ma gang, McGill, Valerio, mais aussi moi, les membres de mon comité.
les gens de l'Université Laval qui m'ont quand même aidé à améliorer ma compréhension avec les algorithmes, tout ce qui est le codage et les organismes qui financent le projet et mes bourses personnelles. Donc, ben, je vous remercie. Et si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de répondre.